Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Ravi de vous accueillir et de vous retrouver comme tous les jeudis soirs de 19h à 20h avec Philippe David pour les vraies voix qui font rouler la France. Au sommaire de cette émission, Point S, leader mondial de l'entretien automobile et du pneumatique, compte plus de 6500 centres dans 51 pays. L'enseigne poursuit donc son expansion avec un objectif de 720 centres en France d'ici 2025, avec un développement qui repose sur l'innovation, la diversification et un maillage stratégique. Dans son livre « Laissez-nous rouler sans stress », Christophe Rollet est avec nous dans quelques instants, directeur général du groupe Point S. Suite à plusieurs accidents dramatiques impliquant de très jeunes conducteurs au volant de voitures surpuissantes, une proposition de loi a été déposée. Elle prévoit d'interdire la location, la vente et la cession de grosses cylindrées à toute personne ayant son permis depuis moins de 3 ans. On en parlera avec Franck Gerby, maire PS d'Elem, dans le Nord, où un drame terrible a eu lieu d'une jeune femme qui a été renversée par un jeune de 18 ans qui roulait dans une voiture à 100 à l'heure sur une route limitée à 30. Citroën demande à près de 250 000 automobilistes de ne plus utiliser leur C3 et leur DS3. Le constructeur lance l'opération Stop Drive et appelle les propriétaires concernés à procéder au changement de leur airbag. Pour en parler, Marie-Lise et Hélène Malroux sera avec nous, fondatrice du collectif Scandale Airbag Takata. Et on en parle avec elle un petit peu plus tard dans l'émission. En attendant, on est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et ce numéro que vous connaissez bien, le 0826 300 300. Et c'est Xavier qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile. Les acheteurs qui se tournent vers les marchés automobiles asiatiques et qui délaissent les constructeurs français, c'est ça votre coup de gueule du jour ? Oui, Aude m'a téléphoné cet après-midi en tant qu'acheteur projet ayant travaillé pour Renault, Land Rover, en tant qu'acheteur projet chez Valeo et chez Bosch, chez Groupe Antoline. Mmh. Les consignes que je recevais en tant qu'acheteur projet, c'était si vous avez un prix à 1 euro chez un fournisseur européen ou dans le meilleur des cas européens, vous savez quel prix vous allez atteindre si vous consultez notre panel en Chine ou en Asie. Et quand j'appelais des fournisseurs chinois ou asiatiques, on me répondait « Ah, mais c'est trop technique ». Mais la consigne était maintenue de ces donneurs d'ordre, qui ne sont pas nos politiques, mais qui sont ceux qui émettent les bombes de commande, Renault, Valeo et d'autres. C'était aller en Chine, en Asie. Ah d'accord, donc quoi que vous disiez, on vous fléchait vers la Chine, c'est ça que vous voulez dire ? C'était, Xavier, ne te pose pas de questions. Et c'est comme ça que les donneurs d'ordre ont scié leur propre branche. Ils ont privilégié des fournisseurs asiatiques. Mm-hmm. Et après, quand le projet est fini, c'est la Vicérie qui prend le lead. Et si le fournisseur est défaillant, l'acheteur projet, lui, il ne le sait pas et il est passé à un autre projet. Donc on a ce qu'on mérite. C'est malheureux de le dire, mais ce sont les techniciens de Valeo qui sont licenciés. Ce ne sont pas les acheteurs projets de Renault qui sont forcément en première ligne sur le marché du travail. Ce sont les petits techniciens qui ont été remplacés par des fournisseurs, par des homologues asiatiques. Merci beaucoup Xavier, pour votre témoignage. Xavier des Pyrénées, merci beaucoup de nous avoir appelés au 0826 300 300. Vous restez avec nous dans un instant. Notre premier invité, il s'appelle Christophe Rollet, directeur général de Point S. Il défend la mobilité accessible et concilie enjeux environnementaux et pouvoir d'achat. On en parle avec lui dans quelques instants. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On est ravis de vous accueillir. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. 0826 300 300. Si vous avez envie de poser des questions, vous êtes bien entendu les bienvenus. En attendant, Christophe Rollet est avec nous, directeur général du groupe Point S depuis 2001. Merci d'avoir accepté notre invitation. 2001 que vous êtes à la tête de ce groupe qui est en transformation perpétuelle. L'évolution pendant toutes ces longues années de Point S, c'est finalement aujourd'hui d'être partout à la portée du quotidien des Français dans des de tailles différentes et surtout sur des sujets différents. Finalement, Point S, c'est peut-être le plus gros maillage territorial aujourd'hui.
Bonsoir tout d'abord Cécile, Philippe et à nos auditeurs. Alors effectivement, Point S, qui est un groupe indépendant, a toujours joué le jeu de la proximité. Proximité tout d'abord parce qu'on est assemblée de chefs d'entreprise indépendants, ça c'est un premier point très important, et qu'on a toujours été vers le client le plus près possible de son lieu de travail ou de son lieu d'habitation. Ce qui permet d'avoir un maillage conséquent, vous le disiez il y a quelques minutes, 670 points de vente en France pour être proche de nos clients. Et puis on a su développer, exporter notre marque française en dehors des frontières avec ces 51 pays couverts et plus de 6500 points de vente qui sont tous aux couleurs Point S, ce qui fait notre fierté également. Alors quand on parle de Point S, il y a 7 concepts de Point S différents, chacun ayant un objectif bien spécifique. Est-ce que vous pouvez nous les décrire pour nos auditeurs? Bien sûr, alors sans rentrer dans tous les détails, c'est encore cette logique de proximité, de service rendu aux clients. Hyper proximité même. Très forte proximité. Oui. On a des points City situés dans des petits emplacements, dans des grandes agglomérations ou dans des axes passants. On a des centres auto pour permettre de prendre des produits et les monter soi-même. On a également le vitrage qu'on a lancé il y a quelques années pour permettre à un client de faire l'entretien de son véhicule, mais également de réparer, voire de changer son pare-brise chez un Point S. Et puis mobilité nouvelle oblige, on s'est mis à vendre également il y a quelques années des trottinettes et des vélos électriques, et puis plus récemment des voitures à 0 km également, parce que le client, on s'est dit, s'il nous fait confiance pour l'entretien de son véhicule, il doit pouvoir nous faire confiance aussi sur l'achat en 0 km, la réparation, la reprise de son ancien véhicule, et puis le financement entre les deux également, et ça fonctionne très bien chez nous. Oui. Alors, vous l'avez dit, ce déploiement aussi à l'international, comment ça se passe? Est-ce que ce sont sur les mêmes positionnements? Est-ce que finalement l'international ressemble terriblement à la France? Qu'est-ce qui différencie? Alors, 2 points communs. Tout d'abord, l'indépendance, ça c'est un premier point. Oui. Et la proximité client. Dans tous les pays où nous sommes, en Amérique du Nord, en Asie, en Europe et en Afrique également, on veille à ce que le client soit le mieux et le plus servi dans nos points de vente. C'est pour ça que dans tous nos points de vente, dans le monde, on n'a pas de succursale. Tous sont indépendants, car le chef d'entreprise est le mieux placé pour bien recevoir ses clients. On a développé ce concept en master franchise et en licence de marque, ce qui nous permet d'avoir également dans chaque pays des gens du pays qui dirigent le Point S national, ce qui permet également d'avoir culturellement et en termes de consommation les meilleurs rapports avec notre clientèle, parce qu'on voit bien que d'un pays à l'autre, et pas forcément être très éloigné, je prends l'exemple de la France et l'Allemagne, on communique pas pareil, on n'a pas les mêmes types de consommation, donc il faut être le plus proche possible des attentes du client. C'est pour ça qu'on a des équipes dédiées dans chaque pays où nous nous trouvons. Est-ce que vous avez l'impression d'être un commerce de proximité? On dit toujours que les centres-villes se vident, que la ruralité, il n'y a plus rien. Est-ce que vous participez justement à redynamiser tous ces centres? Absolument, on est très fiers même d'entendre dire qu'on est un commerce de proximité. Vous savez, j'ai un exemple dans ma carrière qui est, alors c'est dans l'alimentaire, c'est 7-Eleven, l'enseigne alimentaire pour le coup, très présente en Asie et en Amérique du Nord notamment, où ils ont mis des points de vente, je crois qu'ils en ont 38 000 là aujourd'hui, donc c'est un peu plus que nous, mais dans la proximité consommateur. Voilà, on doit pouvoir trouver à disposition, sur une amplitude horaire importante, des petits, des très grands, en sous-sol, en étage, des 7-Eleven, Point S, sans vouloir exactement ressembler, parce qu'on n'achète pas autant de pneus qu'on achète des bouteilles pour se désaltérer, mais cela dit, on veut être au plus près possible de tous nos consommateurs. Et vous avez attaqué 2 nouveaux marchés l'an passé, alors 2 marchés qui n'ont rien à voir, Taïwan et le Mali. Comment est-ce que vous sélectionnez vos marchés? Parce que c'est vraiment pas la même chose. Absolument. Alors, nous, quand on rentre dans un nouveau pays, on veut avoir une part de marché minimum à terme de 5%. Minimum. Donc, très souvent, c'est le cas pour Taïwan, par exemple, on s'appuie sur des réseaux déjà existants, qui ont un maillage, un poids, une notoriété. Et puis, au fil des ans, ils prennent les couleurs Point S et transforment leurs points de vente aux couleurs Point S. Et c'est une vraie fierté, encore une fois, à 10 000 km de notre pays, de voir des points de vente Point S qui sont exactement les mêmes que ceux que nous avons ici. Donc nous développons en master franchise également dans des pays comme le Mali, où là le pays est moins structuré en termes de réseau présent. Et puis on a un troisième type de déploiement, c'est qu'on s'associe parfois avec des concurrents. Je prends l'exemple de la Suède, on s'est associé il y a 5 ans avec un réseau important, qui a mergé, qui s'est rapproché de nous, et qui a pris nos couleurs depuis quelques temps, qui fait à 2 réseaux, le plus gros réseau suédois, pour Point S, puisqu'ils sont tous à nos couleurs. Alors on vit une mutation incroyable de l'automobile, dans le bon ou dans le mauvais sens, on en parlera tout à l'heure. Il a fallu, on change les usages, on change les motorisations, on change plein de choses. Comment ça se passe en interne? Ça veut dire que systématiquement, il y a des reformations de l'ensemble des personnels? Oui, absolument. Un gros maillage, un gros réseau oblige à une enseigne connue comme la nôtre de mettre en place des critères de sélection et de suivi de nos points de vente, suivi en termes de qualité, d'accueil client, ça c'est un premier point,
de matériel utilisé, parce que la technologie sur les véhicules embarqués évolue, donc il faut que nos matériels évoluent également, et puis de formation, vous y allusion à l'instant, très important pour nous, on évolue sur l'hybride électrique également en ce moment, où on forme un réseau, vous imaginez, il y a plus de 3000 collaborateurs en France à aujourd'hui chez Point S, donc c'est une longue étape qu'on a entamée depuis quelques années maintenant, et qui va continuer dans les années qui viennent, parce qu'on veut garder cette image de professionnel qu'on a aux yeux de nos clients et des clients futurs. Je rebondis sur ce que je vous disais sur la formation, sur la relation aux clients. On sent que dans l'automobile, le service client est un sujet très important pour justement expliquer ou faire comprendre une pédagogie de cette mutation en fait, des usages, expliquer ce qui se passe, qu'il faut passer à l'électrique, que le client n'est pas toujours en adéquation avec les transformations. Il y a cette pédagogie aussi qui est importante. C'est pour ça qu'on se rapproche de lui, encore une fois sur son lieu de travail ou d'habitation, cette proximité dont on parlait à l'instant, pour justement le recevoir, l'accueillir dans nos points de vente. Ce qui est important, c'est de connaître, de comprendre le mode d'utilisation de son véhicule d'un client. S'il parcourt beaucoup de kilomètres sur des routes sinueuses, s'il fait que de l'autoroute, etc. Donc par exemple, on ne vend pas de produits sur notre site internet parce qu'on considère qu'un bon point de vente, c'est un point de vente qui va accueillir un client et respecter ou en tout cas écouter les attentes, l'accompagner absolument dans sa démarche d'achat d'un produit, rappelons-le, qui n'est pas passionnel. C'est pas parce que vous voyez une pub à la télé de pneumatiques que vous avez forcément envie de vous en acheter 4. Mais cela dit, on aimerait bien. C'est de l'utilitaire. Mais c'est de l'utilitaire. Moi, je suis cap, je vous le dis tout de suite. Et ça permet quand même d'avoir une approche client un peu différente et différenciante de nos principaux concurrents. Vous avez parlé de la motivation, de l'image. Vous avez été également récompensé par le trophée d'or du premier réseau mondial d'indépendants du secteur automobile et du Grand Prix de la satisfaction réseau 2024. En quoi consistent ces deux trophées ? C'est tout d'abord l'approche client dont je parlais à l'instant. On fait des enquêtes mystères, on a un suivi par des responsables de région qui verrouillent tous les mois la qualité d'accueil, de service, de propreté également de nos points de vente, qui soient dans les stricts standards, on dira, de Point S. Ça, c'est le premier point qui nous a permis d'avoir ce premier trophée. Et puis le deuxième, vous savez, on est né en 71, on est sous la forme d'une coopérative, puisque le capital de Point S est détenu par ses membres, ses adhérents, tels qu'on les appelle chez nous. Et c'est une vraie fierté d'avoir pu et su à la fois l'asseoir dans notre pays d'origine, mais le déployer en dehors de nos frontières, parce que la France n'a pas à rougir des compétences qu'elle a, notamment dans des modes de distribution ou de franchise. Christophe Rollet, vous êtes comme beaucoup de gens de la filière automobile et beaucoup d'utilisateurs et de consommateurs aujourd'hui d'automobiles, vous êtes très embêté, fâché sur l'attitude, en tout cas, qui est menée contre l'automobile aujourd'hui. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Laissez-nous rouler sans stress ». Pourquoi vous avez cette tribune, en fait, c'est presque une tribune, une déclaration d'amour à l'automobile. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Deux choses principales. La première, on a des choses à dire parce que modestement, on est un référent depuis 54 ans dans le marché de l'automobile au sens large. Donc il faut pouvoir dire des choses quand on a des choses à dire, et c'est mon cas. Et puis la deuxième, c'est qu'on a pris quelque part en otage l'automobiliste depuis quelques décennies maintenant. Et aujourd'hui, on en arrive d'un côté à le tirailler sur la partie environnementale, mais de l'autre avec son pouvoir d'achat. Les deux, il y a des solutions, j'en parle dans mon livre, elles sont conciliables, mais on les a vraiment opposées, on les oppose encore aujourd'hui avec toutes ces nouvelles normes que la Commission européenne nous impose et puis que la France en rajoute également un petit peu par-dessus. Et dans ce livre, vous écrivez tout haut ce que beaucoup d'automobilistes pensent tout bas, que ce soit sur les ZFE, le prix des voitures électriques, le tout électrique et tutti quanti. Est-ce que vous ressentez un ras-le-bol chez les automobilistes qui sont quand même les gens que vous croisez tous les jours dans vos centres ? Carrément, un ras-le-bol, parce que d'un côté, ils ont besoin de leur voiture pour se véhiculer, pour aller à leur travail, emmener leurs enfants à l'école, pour partir en vacances également. Et de l'autre, ils ont des obligations telles que vous les citez, critère 3, la loi montagne, le poids du véhicule, le coût des parkings, le coût de l'essence également, qui reste important. Et puis cette nouvelle volonté positive d'environnement, de vouloir leur faire prendre un véhicule électrique pour remplacer leur ancien véhicule, sauf qu'il y a un écart de prix entre les deux énorme que la plupart d'entre eux ne peuvent franchir. Donc c'est à la fois les entendre, respecter aussi leurs attentes et dire qu'il y a une vie encore pour l'automobile et un bel avenir, à la fois pour la
construction des voitures, qui emploie quand même en France, avec l'entretien, plus d'1 million de salariés. On l'oublie parfois. Ça rapporte, pour juste donner un chiffre, 75 milliards de taxes à l'État. C'est énorme. Donc, il faut aussi que les gens qui nous dirigent prennent conscience que c'est une partie du marché importante et que les gens ont quand même besoin de se véhiculer avec une voiture et le transport des marchandises également. Christophe Rollet, est-ce qu'on n'a pas un peu oublié le mot transition dans transition écologique, en fait, pour l'automobile? En tout cas, on n'a pas su l'accompagner comme il aurait fallu. Il y a eu quelques bonus à la clé à l'époque. Ils sont moins importants aujourd'hui. Ça se déporte même jusqu'aux vélos et aux trottinettes électriques qui sont moins financés par l'État maintenant. Donc on a cette démarche, mais elle n'est pas suffisante. On a en plus un mur qui nous arrive de face dans 10 ans, puisque la Commission européenne a décrété que dans 10 ans, il n'y aurait plus un véhicule thermique mis sur le marché et que tout le monde devrait rouler en électrique. Bien entendu, je suis de ceux qui pensent que c'est carrément impossible. Côté constructeur, côté pouvoir d'achat, il nous faudra un délai supplémentaire, non seulement pour arriver à l'électrique, mais pas au tout électrique. Il y a d'autres éléments qui permettraient, des bioénergies notamment, qui permettraient de concilier l'électrique avec un peu de thermique, avec du bioéthanol par exemple, avec de l'hydrogène également, absolument. Ouais. Et ça, c'est, je pense, une des solutions pour le futur. Alors Christophe Rollet, vous parlez du brouillard réglementaire pour les automobilistes et de l'aberration du tout électrique, vous venez d'en parler. Est-ce que le principal problème de l'industrie automobile et des automobilistes, c'est pas le politique? Et pas seulement à Bruxelles, mais à Paris. On va en reparler, mais vous avez parlé de la loi montagne, par exemple, qui prend de la même manière un département. Vous allez chez moi dans les Hautes-Pyrénées, si vous êtes entre Luce et Barèges, il y a de la neige tout l'hiver. Si vous êtes à Maubourguet dans la plaine, il y a certains hivers où il n'y en a pas. Et pourtant, vous êtes obligé d'avoir les pneus neige. Est-ce que c'est pas aberrant? Oui, alors, plusieurs points sur ce sujet de la loi montagne. Tout d'abord, mais c'est pas le seul sujet, malheureusement. On voit que nos politiques il est de saison. Sont très éloignés du quotidien des consommateurs, qu'ils soient dans les grandes agglomérations comme dans les plus petites. Ça, c'est le premier point. Cette loi montagne a un sens logique et légitime, sauf qu'elle a été mal découpée. Voilà. Vous citiez quelques départements, j'en connais un plus près de chez nous, puisque notre siège est à Lyon, en Isère, par exemple, qui est un département à neige également, où il y a des communes qui sont concernées par la loi montagne et d'autres qui ne le sont pas. Deuxième point. Troisième point, l'État a décidé de mettre en place ce décret, il y a 3 ans. Donc on a eu, nous, un flux de clients, comme nos confrères, à cette époque-là, sauf que depuis, aucune pénalisation n'a été engrangée. Et aujourd'hui, les consommateurs le savent bien, il n'y a pas de pénalisation, donc ils ne changent pas leur pneumatique ou leur monte pour aller dans des régions ou des secteurs à neige comme ils le devraient. Le risque derrière tout cela, c'est qu'on soit devant un effet climatologique qui viendra un jour. On a vu que cet hiver est un hiver plus neigeux que ceux des autres années précédentes, et que ce jour-là, on aura des encombrements, peut-être des accidents. Il faut rappeler qu'il y a près de 600 accidents dus à l'hiver et à la neige en France, qui entraînent 50 décès par an quand même. C'est pas négligeable. C'est dommage de réagir. L'éboulement en Haute-Savoie dernièrement. Et récemment, il y a eu quelques embouteillages, pour pas dire des gens qui ont dormi dans leur voiture également. Ça serait dommage d'attendre encore plus pour pas faire appliquer ce décret et le sanctionner, parce qu'au niveau des consommateurs, c'est pas le pneu 4 saisons qui va régler l'aspect été-hiver également. Est-ce qu'il n'y a pas une conversation, en tout cas un échange à avoir avec les élus, par exemple, entre la filière automobile et les élus dans des grandes villes, plutôt que d'imposer des choses et d'imaginer à vous et de créer finalement des accords par département ou par ville ou par région, enfin je ne sais pas, mais en tout cas de vous faire rentrer dans cette discussion? Oui, bien sûr, on le soulève régulièrement, mais vous avez deux mondes dans l'automobile, Cécile. Vous avez le monde des constructeurs, qui est beaucoup plus entendu et écouté par les pouvoirs publics, et puis vous avez le monde de la réparation qui vient juste derrière. C'est deux mondes parallèles, et on aimerait faire savoir et comprendre, parce que nous on est proche des consommateurs, que par exemple sur la vignette critère 3, je prends l'exemple de la région de Lyon, c'est 60 000 véhicules en critère 3. C'est 60 000 personnes, conducteurs, qui ont quand même besoin de leur véhicule tous les jours pour se véhiculer leurs enfants, etc. Leur enlever la possibilité d'accéder au centre-ville, c'est tout simplement les laisser à la maison, ce qui n'est pas envisageable. Et de leur dire, changez votre voiture et prenez une électrique, quand on sait en moyenne qu'un véhicule électrique c'est 35 000 € à l'achat, les gens en critère 3, en général, ce sont des gens à faible pouvoir d'achat, ils n'auront pas les moyens d'atteindre ce véhicule électrique. Pas tout de suite en tout cas. Vous qualifiez les ZFE de machines à exclure. Il y a quelqu'un qui fait un gros combat en ce moment, c'est Alexandre Jardin. Est-ce que pour vous, c'est pas une fois de plus la déconnexion entre le politique et le réel ?
Oui, complètement. On a vraiment un gros écart dans ces ZFE qui, encore une fois, partent d'un bon sentiment. Je crois qu'il ne faut pas opposer l'environnement. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Souvent, et malheureusement encore à aujourd'hui. Mais il y a un décalage, il y a un éloignement de la classe politique, des décideurs de ce pays, avec la proximité, le quotidien des gens, qui soient dans les grandes agglomérations, encore une fois, parce que c'est pas parce qu'on est dans une grande agglomération qu'on n'a pas une voiture. Il y en a encore beaucoup qui circulent avec leur voiture. On leur empêche d'accéder au centre-ville. Ce qui est un décalage d'ailleurs sur les commerces du centre-ville. Les restaurants du centre-ville qui vont perdre 20 à 30% de leur clientèle également. Donc il faut aussi en prendre conscience et avoir des solutions, dont certaines que je propose dans mon livre, pour essayer d'adapter, d'additionner plutôt que de diviser l'environnement d'un côté et le pouvoir d'achat de l'autre. Surtout que des entreprises ou des groupes tels que vous faites énormément d'efforts à l'endroit de l'écologie, sur la dépollution par exemple. Il y a énormément de choses qui sont faites et qui ne sont pas visibles forcément, mais peut-être que vous criez pas assez fort, mais c'est un travail au quotidien. Oui, tout à fait. On a, j'espère, avec nos confrères, changé un peu l'image du garage, entre guillemets, de l'époque, qui était sale, pas très bien achalandé, avec bruyant. La cote, avec l'huile d'olive. L'huile d'olive. Pas encore d'huile d'olive, on y viendra peut-être un jour. Aujourd'hui, les cendres sont propres. On a mis en place des filières de récupération, de la ferraille, de l'huile usagée, des pneumatiques également. 99% des pneumatiques sont récupérés et recyclés. C'est quand même de gros efforts qui ont été faits. Donc il faut arrêter d'exclure systématiquement des grandes agglomérations les garages, comme ça a été fait il y a une quinzaine d'années et sur les stations-service notamment. Parce que du coup, quand vous avez besoin de prendre de l'essence, vous êtes obligé de faire plus de kilomètres. Donc finalement, l'empreinte carbone... Vous dénoncez l'échec du tout répressif contre les automobilistes. Pourtant, le nombre de morts ne diminue plus, mais si on a eu un bon mois de janvier, est-ce que pour vous, il ne faudrait pas changer la répression qui se résume aujourd'hui au radar automatique ? Vous faites flasher pour 5 à l'heure sur une autoroute, mais des gens qui font n'importe quoi, qui sautent les fils sans clignoter, etc., ne sont plus sanctionnés parce qu'il n'y a plus de bleu sur les routes. Est-ce que ce ne serait pas plutôt là qu'il faudrait changer, plutôt que parler d'échec, changer la répression ? Oui, je pense qu'on est dans un cycle où effectivement la pénalisation est la raison de toute décision de l'État et qu'il faudrait plus être dans un système de récompense. Je prends un exemple concret. On sait les bons conducteurs, on sait les déceler sur des véhicules relativement récents, sur l'éco-conduite. L'éco-conduite, c'est 15 à 20% d'économie de l'usure de vos pneumatiques, de vos plaquettes de frein, etc. On pourrait donner des bonus, pourquoi pas des points supplémentaires sur le permis, à des gens qui prennent soin de l'environnement dans leur style de conduite. Ça, c'est une solution pragmatique et qui permettrait de récompenser plutôt que de sanctionner sans arrêt. Car en France, je pense que la majeure partie de la population en a ras-le-bol d'être sanctionnée systématiquement. D'ailleurs, on ne sait plus ni pourquoi, ni trop comment, mais on est sanctionné sur les parkings, sur le coût de l'essence, surtout sur le nombre de kilomètres-heure à parcourir. Bref, sur beaucoup de trop d'éléments. Et la voiture est un petit peu la bête noire, entre guillemets, parmi d'autres, mais il y en a d'autres aussi, du gouvernement et de l'État aujourd'hui. Et on vous soutient, bien entendu. Petit dernier mot sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va complètement révolutionner aussi vos métiers ? Oui, en tout cas, ça va le faire évoluer grandement. On est à l'orée d'avoir les véhicules autonomes qui arrivent également. On n'en parle pas beaucoup encore à aujourd'hui. Quelques grandes villes dans le monde, aux États-Unis notamment, en Chine également, ont lancé des véhicules autonomes. Et dans les 5 à 10 ans qui vont venir, c'est la suite de l'histoire qui va nous permettre à nous de nous réformer, de nous transformer également. On en parlait tout à l'heure dans la formation de nos équipes et dans la réparation de véhicules qui seront complètement différents de ceux qu'on a connus il y a 15 ans et qu'on connaît encore aujourd'hui. Et c'est dans ce livre, un des derniers chapitres s'appelle « Si j'étais président, que feriez-vous pour les automobilistes si vous étiez président et y pensez-vous pas qu'en vous rasant ?» Alors, bien entendu, on vit pour et avec les automobilistes, c'est nos clients. On pense modestement bien les connaître. L'éco-conduite, je le disais tout à l'heure, est une des solutions possibles. Et puis, il y a la conjugaison de différents modes de transport. On prend l'exemple qui commence à se développer en France dans les grandes agglomérations, où le matin, on peut prendre son véhicule pour aller jusqu'à la gare TER la plus proche, à condition que la commune rajoute des parkings, peut-être pas forcément pour les gens du voyage, mais aussi pour y mettre des véhicules, pour que les gens puissent prendre ensuite un transport TER en commun. En l'occurrence, ça satisfera beaucoup de monde en France. Et puis pour finir, le dernier kilomètre, avec une trottinette électrique ou un vélo électrique pliable, que nous vendons bien sûr chez Point S, et qui leur permettrait de conjuguer différents modes
pour se rendre à leur travail ou pour partir également en week-end également. Et dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Christophe Rollet d'avoir été avec nous, directeur général du groupe .S. Merci à vous. Et ce livre... Laissez-nous rouler, publié chez Descartes et compagnie. Et on aurait pu l'écrire avec Philippe David. Sans stress, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On fait une petite pause, on revient dans un instant. On est ensemble pour les vraies voix qui font rouler la France jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. Et nous sommes en direction des Didier Phénix, maire de Brac. Bonsoir. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir, messieurs, dames. Dans la péninsule du Médoc, un endroit absolument magnifique. En décembre, nous recevions monsieur Sylvain Lalanne du syndicat intercommunal d'électrification du Médoc pour évoquer le partenariat signé entre le syndicat d'énergie Siem Médoc et Station E au Salon des maires. On retrouve l'instigateur de ce partenariat, donc le maire de Brac, Didier Phénix. La commune de Brac est pionnière en matière de transition énergétique. Racontez-nous. Alors, d'abord, je vais vous reprendre, c'est pas Brac, c'est Brache. Ah, on dit Brac, d'accord. C'est Brache. Donc Brache, pour présenter cette petite commune, c'est une petite commune forestière, donc à mi-chemin entre la métropole et l'océan. La population, alors ça c'est un petit peu spécial au Médoc, à la proximité de la métropole, la population a été multipliée par 5. On est passé de 180 habitants en 90 à plus de 1000 aujourd'hui. Donc je suis élu dans cette petite commune depuis plus de 30 ans, maire depuis 2018, et donc nous sommes confrontés, comme beaucoup de communes françaises, à une problématique financière et environnementale. C'est ainsi que la commune de Brache, avec la société Valorem, a décidé en 2016 un partenariat afin de construire un parc photovoltaïque de 30 hectares sur des parcelles où la forêt avait été détruite lors de la tempête de 99. Outre le fait que ce parc produit l'équivalent de la consommation de 4000 foyers, l'allocation des terrains a permis de financer la construction d'un groupe scolaire. Donc, belle chose entre l'environnement et l'humain, ce groupe scolaire qui permet actuellement d'accueillir 120 enfants. Voilà en ce qui concerne la petite commune de Brache. Pourquoi avoir fait ce partenariat avec Station E? Qu'est-ce qu'il vous apporte finalement? Alors, le Médoc dans son ensemble est dépourvu actuellement totalement de points de recharge pour les véhicules électriques, à part quelques cas petits articulés. Donc un schéma directeur a été établi trop rapidement, à mon sens, sans se soucier de la volonté des communes. La priorité de ce schéma étant la taille des communes. Dans le prolongement de la production d'énergie verte, le syndicat d'électrification du Médoc, vous en avez fait part tout à l'heure à travers le président M. Lalanne, moi j'en assure la vice-présidence, donc a recherché un partenaire fiable, capable d'équiper rapidement les 50 communes de notre syndicat d'électrification, de la presqu'île médocaine. C'est ainsi qu'en moins de 1 an, Station E a pu répondre aux demandes d'une quarantaine de communes, petites ou grandes, j'insiste bien, petites ou grandes, sans distinction. Et donc à la fin de l'année, c'est une 50aine de bornes qui auront été déployées dans le Médoc, du nord au sud, de Verdon à Salonne. Et quels sont les avantages pour les communes et les usagers? Alors, Station E est un investisseur privé qui s'est associé à la Banque des Territoires, donc qui financièrement a des coûts des franches. Aucun coût pour les collectivités. L'engagement de Station E est total. L'installation, la maintenance, en reversant même une redevance à la commune. Chaque commune peut échanger et choisir l'emplacement de sa borne, ce qui est important. Et donc, en parallèle, ils ont un modèle multiservice qui est propre à Station E, des prix de recharge d'abord très très accessibles, puisqu'on arrive à des prix de 5 € au 100 km, soit l'équivalent de 72 centimes le litre de carburant, et surtout d'avoir une meilleure densification du réseau 4G et 5G avec ses partenaires, et de disposer de casiers collectés du type click and collect pour la livraison des colis. Merci beaucoup pour ce témoignage, Didier Phénix, maire de Brache. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com. Le 8 février dernier, à Hélène dans le Nord, une étudiante de 23 ans est décédée après avoir été percutée par un conducteur de 18 ans au volant d'une Golf R d'une puissance de 333 chevaux qui avait été louée. Le conducteur a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Il roulait à 100 à
à l'heure dans une zone limitée à 30. Un drame qui a beaucoup ému, au point qu'une proposition de loi a été déposée par la sénatrice du Nord PS, Audrey Linkenheld, visant à interdire la conduite de véhicules trop puissants aux jeunes conducteurs. Nous sommes en compagnie de Franck Gerby, maire PS d'Helem. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. J'en profite pour dire qu'on a gardé Christophe Rollet, qui est directeur général de Point S. Donc si vous avez des questions à poser, vous êtes le bienvenu. Est-ce que c'est vous, monsieur le maire, qui avez, en tant que maire, inspiré cette proposition de loi à la sénatrice Linkenheld, qui est de votre département, vu le terrible drame qui s'est déroulé dans votre commune? Alors, la commune associée d'Helem, une commune associée à Lille, Helem, 18 000 habitants, avec Lille et l'Homme, nous sommes 250 000. Un triste constat, effectivement, vous avez raison, nos communes sont traversées parfois par des véhicules de forte puissance qui roulent trop vite, qui ne respectent pas forcément la limitation de vitesse. Et là, vous avez évoqué le drame de la semaine dernière, mais la liste est longue, je pourrais vous en parler pendant des heures. Il suffit aujourd'hui d'utiliser un moteur de recherche et de rechercher. Vous verrez la liste des incidents comportant un véhicule de forte puissance, un conducteur qui n'a pas le permis depuis très longtemps et des quasi-incidents qu'on peut voir nous régulièrement, du mobilier urbain qui est abîmé le week-end. Et puis voilà, de temps en temps, une voiture trop puissante, une rue qui a été limitée à 30 à l'heure et un véhicule qui ne sait pas freiner quand quelqu'un traverse en fin de soirée. Évidemment, tout ça peut pas laisser indifférent un maire. J'ai fait une tribune auprès... Pardon, oui. Non, j'allais dire justement, d'où cette proposition de loi qui dit quoi aujourd'hui? Exactement. Après avoir discuté avec certains de mes collègues maires, on s'est aperçu effectivement que nous avions un constat partagé. Et que faire? Quand on discute avec les loueurs de voitures, etc., on se rend compte que même eux sont réticents à prêter des véhicules à des personnes qui n'ont pas permis depuis longtemps quand il y a 400 chevaux sur le capot, et la loi n'empêche pas quelqu'un qui n'a pas d'expérience de conduire des véhicules de la sorte. Et aujourd'hui, j'ai proposé auprès de la sénatrice Audrey Linkenheld et Patrick Caner de créer un permis B2, en fait, qui simplifierait la chose. Vous passez votre permis, vous conduisez la voiture de motion tout le monde, on ne change absolument pas les véhicules, c'est ceux que vous voyez dans les auto-écoles. Et une fois que vous avez acquis l'expérience, une fois que vous avez eu le permis, exactement de la même manière qu'il y a un permis probatoire, vous n'avez que 6 points pendant 2 ou 3 années. Ensuite, pendant cette période-là, vous ne pourriez pas conduire une voiture surpuissante. Mais quelle serait la sanction si toutefois, imaginons que cette loi passe, ce serait quoi la sanction? Mais alors, je pense que ce serait très simple. Une personne qui conduirait un véhicule dont il n'a pas le permis, je pense qu'il se retrouverait techniquement en situation de conduite sans permis, tout simplement. Et la panoplie de restrictions et de sanctions éventuelles seraient les mêmes. Alors, comment est-ce qu'on va qualifier un véhicule surpuissant? Ça va être la puissance moteur, ça va être le rapport poids-puissance, parce qu'une petite voiture, toute petite de 100 chevaux, c'est quand même très puissant. Comment est-ce qu'on va faire? Parce que c'est assez compliqué. Oui. Alors Philippe, je sais que vous connaissez bien le sujet. Ceci étant, souvenez-vous, les voitures des années 80, oui. Je ne vais pas citer de marque, mais voilà. On peut les citer, une Super 5 GT Turbo c'était 120 chevaux, une 205 GTI c'était 115 ou 130. Exactement, et à l'époque, souvenez-vous, à l'époque de la Golf, Volkswagen réfléchissait même à savoir s'ils allaient vendre ou pas les voitures aux personnes de moins de 21 ans. Absolument, pour la Golf GTI. Vous vous souvenez? Oui. Voilà. Et vous avez aujourd'hui des voitures qui font 400 chevaux. Ici, sur la métropole, on a eu un accident de triste mémoire l'été dernier. 4 jeunes qui allaient à un mariage, qui avaient loué un véhicule de ce type. C'était une marque étrangère, bien sûr. Et il y avait 600 chevaux sur le capot pour quelqu'un qui avait le permis depuis quelques semaines. C'est fou. Je sais pas, j'imagine que vous avez déjà conduit. En plus, vous savez que c'est des voitures souvent qui sont appréciées, c'est des voitures allemandes, donc des moteurs à propulsion. Donc dans le Nord, on est connu quand même pour les jours humides. Oui. Donc vous imaginez la difficulté qu'il y a à maîtriser un véhicule comme ça, même pour monsieur tout le monde. Voilà, comment faire quand vous sortez de l'auto-école? Le permis de conduire, c'est un droit à conduire un véhicule, ça ne veut pas dire qu'on sait conduire. Et une voiture qui fait 200, 300 ou 400 chevaux, ça se pilote. C'est ça. On
on n'est pas pilote quand on vient d'avoir le permis. L'idée aujourd'hui, c'est de protéger des personnes qui ont le permis depuis peu de temps, qui sont séduits par ce type de véhicule, mais il faut leur laisser le temps de faire leur apprentissage pour découvrir les pièges de la route, voilà, pour acquérir cette expérience qu'on a tous fait. Vous avez conduit avec la voiture de vos parents peut-être, vous êtes rentré un jour piteux, vous avez cassé un phare, etc. Vous avez appris, mais vous n'avez pas mis votre vie en danger, ni celle de vos passagers, ni celle des personnes que vous avez croisées en revenant d'une fête qui était fort agréable, vous êtes de bonne humeur, votre attention est abaissée, et c'est là qu'il y a un drame. Et une question, ça va s'appliquer aussi aux voitures électriques, dont l'accélération est très puissante. Très puissante, oui. C'est une excellente question. C'est-à-dire qu'il faut partir sur un rapport poids-puissance. Vous savez, nous, on parle en chevaux fiscaux. Quand je dis 300, 400, c'est les chevaux fiscaux. Non, c'est les chevaux vapeur. Oui. C'est les chevaux vapeur. Les chevaux vapeur qui sont retransmis en chevaux fiscaux. Je savais que vous étiez spécialiste. Merci de m'avoir. Ceci étant, le vrai rapport aujourd'hui, c'est en kilowatts. Oui. C'est ça qui aujourd'hui fait... Voilà, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde qui marche très bien, c'est de 0 à 100 kW. On est à l'équivalent de 130, 136 chevaux vapeur. Voilà. Et ensuite, il y a comme ça un étalage, quelle que soit l'énergie qui permet à la voiture automobile de bouger. Ce qui est important, c'est de regarder le nombre de kilowatts. Merci beaucoup, Franck Gerby, maire PS d'Elem dans le Nord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, dans un instant, on reviendra sur la colère des automobilistes dont la voiture utilisait un airbag Takata. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Liliane. Bonjour, je vous remercie pour vos invités, c'est intéressant, et puis les discussions qui en découlent. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France, on est ensemble tous les jeudis avec Philippe David jusqu'à 20h et on va revenir sur cette colère des automobilistes dont la voiture utilisait un airbag Takata. Maryse Hélène Marlou est avec nous, fondatrice du collectif Scandale Airbag Takata. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors on parle pour l'instant de 236 000 conducteurs de C3 et de DS3 qui vont être immobilisés le temps que Citroën change leur airbag. C'est un sujet qui dure depuis pas mal de temps. Là on sent que on arrive un peu au bout du chemin et qu'il faut vraiment rapporter les voitures. Vous, ça vous rend dingue? Oui, c'est le moins que l'on puisse dire, parce que c'est pas un scoop que Citroën fasse un rappel constructeur dans le nord de la France, au-dessus de cette fameuse ligne inventée par Stellantis qui était de Clermont-Ferrand-Lyon. Il y a tout d'abord eu une première campagne de rappel Stop Drive pour 250 000 propriétaires C3 et de DS3, donc dans le sud. Ça a démarré, comme vous le dites si bien, la campagne de rappel Stop Drive en mai 2024, donc l'année dernière. Et depuis mai 2024, j'ai toujours dit que c'était une totale hérésie, que Stellantis et Citroën ne procèdent pas, effectivement, à une campagne de rappel Stop Drive sur toute la France au niveau du territoire national, puisque le risque était tout autant dans le nord que dans le sud. Ah oui. Et ça, nous l'avions dit depuis le départ. Et d'ailleurs, Maître Leguevac, puisque je suis aussi également à l'initiative de l'action collective conjointe portée par le cabinet représenté par Maître Leguevac. Qu'on a reçu dans les vraies voix qui font rouler la France d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et il en avait parlé effectivement dans les journaux dès le mois de juin de l'année dernière, en disant que la campagne de rappel allait migrer dans le Nord. Et là, aujourd'hui, force de constater, c'est qu'on peut constater qu'effectivement Citroën a plus que tardé, malgré tout, pour effectivement assurer la sécurité de leurs clients. Et c'est absolument inadmissible. Ce n'est pas entendable. Parce que quand M. Koskas nous explique, il y a quelques mois en arrière, que le risque n'était pas avéré au-dessus de cette ligne, que des membres abonnés de notre collectif ont contacté Citroën pour leur poser la question, en leur disant, voilà, mon véhicule il est dans le Nord, est-ce qu'il est concerné par une campagne de rappel? Est-ce que nous avons des airbags de la marque Takata défectueux dans notre véhicule? La réponse qui leur a été formulée, c'est non. Et quelques mois plus tard,
Alors, vendredi dernier, parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. Hein. Là, on est dans le cadre d'une campagne de rappel dans le Nord depuis maintenant le début de la semaine, depuis lundi, parce que vendredi dernier, il paraîtrait que Citroën ait fait des tests sur un véhicule d'une DS3 immatriculée en 2013 à Nantes, et qu'il s'est avéré que les airbags étaient encore plus dangereux que ceux qui étaient dans le Sud. Alors, en même temps, il ne faut pas avoir fait effectivement Sciences Po ni l'ENA pour le comprendre, puisque les airbags défectueux de la marque Takata sont effectivement, c'est une association du nitrate d'ammonium avec du propergol, qui est donc avec un gaz complètement instable, et qui effectivement, avec la durée et avec effectivement la chaleur, l'humidité, se dégrade, et il y a donc un risque d'explosion de cet airbag défectueux avec des pièces métalliques à raison de plus de 300 km/h. Donc vous pouvez mourir sur le coup, vous pouvez être défiguré ou être estropié à vie. Donc il est bien entendu que dans le Sud... On rappelle qu'il y a eu 12 décès déjà. Alors là aujourd'hui, il y a 16 instructions judiciaires qui sont en cours. Il y a eu effectivement 12 avérés. 12 avérés, effectivement, notamment un qui est sur la région des Pyrénées, donc qui n'est pas très loin de chez moi, puisque moi j'habite en région Occitanie. Ce monsieur, il avait 51 ans, il habitait dans les Pyrénées, il est jamais arrivé chez ses parents. Je suis sincèrement désolé, mais la région des Hautes-Pyrénées, si vous la connaissez, il y a plus à mettre des skis et une combinaison de ski que d'être en tongs et en short, si vous voulez. On n'est pas dans un climat tropical. Pourtant, voilà, pour autant, dans le nord de la France, il y a beaucoup plus d'humidité que dans le sud. Oui. Et pour autant, à Lyon, à Paris, à Lille, à Brest, l'été, quand il fait chaud de la même manière que le sud. Alors, oui, mais alors comment est-ce que ça se passe? Est-ce que quand les voitures sont rappelées, immobilisées, on vient les chercher chez vous, puisque votre fils a été touché par un de ces types de voitures? Comment ça se passe, la procédure? Non, pas du tout. On aimerait bien justement qu'effectivement, Citroën, au-delà de recevoir un courrier en recommandé Stop Drive avec immobilisation immédiate du véhicule à réception de ce courrier pour risque de blessure grave voire mortelle, hein, puisque c'est noté noir sur blanc sur le courrier, qu'il puisse assumer la responsabilité, bien sûr, de pouvoir faire remorquer le véhicule de notre domicile jusqu'au concessionnaire sélectionné au moment de l'enregistrement sur le site de rappel constructeur. Ils ne l'ont pas fait et ils ne le font pas. Donc c'est-à-dire que quand vous appelez la hotline ou quand vous appelez votre concessionnaire, on vous explique que malgré l'interdiction de conduire, il faut quand même que l'on prenne le risque de chez nous jusqu'au concessionnaire pour effectivement amener le véhicule. Pire, on n'a pas de véhicule de courtoisie mis à notre disposition. Je vous rappelle que sur la première campagne de rappel MK7, c'est-à-dire sous la ligne Clermont-Ferrand-Lyon, donc dans le sud, il y avait 35 000 véhicules de courtoisie mis à disposition pour 250 000 propriétaires concernés. Ouais. Là, effectivement, M. Koskas, dans une interview exclusive qu'il a fait il y a 2 jours, explique tout à fait de manière naturelle qu'en 5 jours chrono montre en main, on pourra effectivement dans le Nord prendre rendez-vous avec un concessionnaire et que les concessionnaires mettront à disposition des véhicules de courtoisie avec donc possibilité de véhicules d'occasion de leur parc automobile. Mais ils rêvent. Il est dans un monde irréel, il est dans un monde au pays des bisounours. Il n'a qu'à venir faire un petit tour sur le collectif Scandale Airbag Takata pour s'apercevoir que c'est un pur mensonge. Marie-Hélène Malroux, il y a Christophe Rollet, le patron de Point S, qui est resté avec nous, parce que quand on va un peu plus loin, il n'y a pas que Citroën et DS, écoutez bien, il y a des Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Daihatsu, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota et Volkswagen qui sont aussi frappés. Alors il y a quelques... Renault n'est pas touché par exemple. Est-ce que par exemple pour Point S, vous pourriez filer un coup de main au réseau de toutes ces marques, parce que c'est quand même un truc, c'est colossal. Et justement, on revient à la cause du problème. On peut qu'être désolé de la situation. Bon, je pense que malheureusement l'erreur, je ne sais pas si elle est humaine, mais elle est peut-être réparable rapidement. Je constate qu'apparemment c'est pas tout à fait le cas selon cette personne décrit.
La cause, elle est que la protection européenne n'est pas suffisante et que les composantes, les sous-traitants des constructeurs, parfois ne mettent pas suffisamment d'intérêt, d'importance dans les produits qu'ils délivrent et qu'on en arrive à ces situations-là. Nous, on le voit bien, les pièces sont forcément moins chères, les produits sont moins chers de l'autre côté des continents et à aujourd'hui, les constructeurs cherchent forcément aussi à rentabiliser au maximum la construction d'un véhicule et parfois on en arrive à de telles situations. Le problème vient plus, je pense, voilà, c'est de la sécurité. Ils font de gros efforts, hein. Je pense qu'on ne peut pas non plus tirer à boulet rouge dessus, mais voilà, il y a des conséquences dramatiques qu'il faut essayer de solutionner, mais en amont. On voit bien quand c'est en aval, c'est très difficile, à la fois pour les personnes concernées, c'est un drame qu'on peut partager, mais également pour les constructeurs, pour rattraper un mal qui est déjà fait, qui est en place, mais il faut remonter comme bien souvent à la cause, plutôt que d'en constater les conséquences. Marie-Hélène Malroux, en matière d'assurance, parce qu'on vous demande d'aller rouler, de partir et de ramener votre voiture pas sur une dépanneuse, mais en tout cas de vous débrouiller. Que dit votre assurance? Parce que j'imagine que si vous recevez un courrier comme ça, c'est qu'il n'y a plus d'assurance, on est d'accord? Ah si, heureusement que si. Parce que force de constater, c'est que nous sommes bien dans l'obligation de continuer à rouler. Et comme vous le dites si bien, ce sont plus de 30 marques et 150 modèles à ce jour qui sont concernés par l'affaire des airbags défectueux Takata. Donc les assurances aujourd'hui, et France Assureur d'ailleurs en l'occurrence a bien confirmé la situation, vous pouvez continuer à conduire bien évidemment malgré l'interdiction de stop drive et vous continuerez malgré tout à être assuré même en cas d'accident responsable. Heureusement, si je puis dire. Parce que là, à force de constater, ça serait dramatique. Par contre, si je peux me permettre, par rapport au monsieur qui s'est exprimé, il faut savoir quand même que cette affaire, c'est pas une affaire qui vient d'arriver. C'est connu et reconnu depuis 2014. Ça a été le plus gros scandale aux États-Unis en 2014. Donc ça veut bien dire qu'effectivement, l'ensemble des constructeurs automobiles, qu'ils soient français ou étrangers, avaient la totale connaissance de la situation, puisque Takata, le fabricant japonais, a plaidé coupable. Donc il a été condamné, il a donc bien sûr il a été placé en liquidation judiciaire en 2017 et monsieur Carlos Tavares à l'époque du groupe Stellantis, pardon, il nous reste 10 secondes. Et je disais qu'effectivement, tous les constructeurs automobiles aujourd'hui étaient informés de la situation, pas seulement Stellantis. Merci mille fois, Marie-Hélène Malroux, d'avoir accepté notre invitation, fondatrice du collectif Scandale Airbag Takata. On vous redonnera la parole, bien entendu, parce qu'on va suivre ce dossier. On remercie Jean-Marie Bordry d'avoir préparé cette émission. Et on remercie aussi Christophe Rollet, directeur général de Point S, qui est resté avec nous pendant toute l'émission. On ne remercie pas encore Lionel Rousseau. Mais on le salue quand même. On ne remercie pas parce qu'il n'a rien dit. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai au moins 10 secondes. Ah bah oui, pour le But Football Club. Là, vous prenez sur votre émission, donc vous avez tout le temps. Mais je sais. Je sais. Et c'est pour ça que je prends mon temps. Je profite véritablement. On est déjà à la maison. Kylian Mbappé est-il devenu le patron du Real Madrid? 3 buts marqués en Ligue des Champions hier. Extraordinaire. Seuls Cristiano Ronaldo brésilien et Benzema ont fait la même chose en Ligue des Champions lors de la première année au Real Madrid. Et puis, qui sont pour vous les favoris ou qui est le favori de cette Ligue des Champions? On en parlera dans notre émission dans un instant. Ça a l'air passionnant comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup. On vous retrouve demain avec Philippe David à partir de 17h. Merci Maxime, merci Aude, merci Félix et merci à Nelly, notre équipe formidable qu'on retrouve demain. On va se passer une très belle soirée avec le football. On vous embrasse. Salut, à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.